force your mouth, your head would explode. Who are you? Maybe, I'm Dr. Manhattan. He lives on fucking Mars. You curse too much. Oh, shit! Nothing ever ends. It's only just begun. Et yo tout le monde, ici Juju tout seul et aujourd'hui ils ont parlé de la série de l'année, de ma série de l'année, si j'ai envie de dire la série que j'attendais le plus de cette année, oui, Watchmen. Et tout d'abord, bon, on va faire une petite partie sans spoiler parce qu'il faut savoir certaines choses avant de voir cette série et avant que je vous la conseille fortement, très fortement. Donc tout d'abord, sachez que cette série créée par Damon Lindelof, qui s'est chargé de Lost et de The Leftovers, que je vais mater très prochainement parce que Watchmen m'a donné envie de connaître un peu de son travail. Bon, il a écrit Prometheus. Voilà, ça arrive à tout le monde. Hein. Mais voilà. Damon Lindelof, qui est un grand fan de Watchmen, qui est sur cette série depuis près de 5 ans, je crois, donc il a donné beaucoup de lui. Et il faut savoir que cette série est une suite du comics Watchmen. Donc, je vous conseille de lire Watchmen avant de voir la série, sinon vous allez rien comprendre. Soit vous achetez le bouquin, soit vous avez sur YouTube, je vais vous mettre le lien juste en dessous. Vous avez les liens pour voir les stop motion de Watchmen, le comics en mouvement en fait. Et donc vous avez le comics, c'est 5 heures bien sympathiques à regarder, donc voilà. Et comme ça vous connaissez Watchmen par cœur. Ou vous pouvez voir le film, le chef-d'œuvre de Zack Snyder, Watchmen sur Netflix, qui est une adaptation du comics. Mais n'oubliez pas, bon, il est sur Netflix, vous pouvez le regarder tranquillement si vous avez Netflix. Mais il faut garder en tête que le film de Zack Snyder prend des libertés par rapport au comics, et donc je vais spoiler le comics. Voilà, 3, 2, 1, voilà, je spoil le comics. Regardez le film de Zack Snyder si vous voulez, mais remplacez l'explosion que cause Ozymandias à New York par un calamar géant extraterrestre que Ozymandias a créé. Ok, vous remplacez cette explosion par un calamar géant. Et prenez en compte que Rorschach, contrairement au film, en tout cas c'est pas montré dans le film, prenez en compte que Rorschach est un homophobe, raciste, antisémite qui déteste toutes les races. Voilà. Et comme les noirs, voilà. Donc prenez en compte ces deux différences par rapport au film, au moins ces deux-là. Donc regardez le film et remplacez ces deux éléments par ces deux-là que je viens de vous notifier. Donc voilà, fin spoiler comics. Donc voilà, il faut connaître Watchmen pour voir cette série, ça c'est sûr. Et ça tombe bien, j'adore le comic, j'adore le film de Zack Snyder, c'est peut-être mon comic book préféré, c'est un chef-d'œuvre. J'adore Zack Snyder, on t'aime, release de Snyder Cut. Et donc voilà, il faut connaître le comics ou le film, donc voilà, c'est pas une série pour les néophytes. Il y a des moments, il y a quelques séquences qui sont faites pour les néophytes, mais très peu. Sinon c'est vraiment une série, on doit connaître l'univers de Watchmen. Mais si on oublie ceci, que l'on peut prendre comme un défaut bien sûr, vu que j'ai eu plus ou moins le même problème avec The Witcher, par exemple, mais The Witcher ne se considère pas comme la suite de quelque chose. Alors que Watchmen c'est clairement la suite du comics. Donc c'est pas vraiment un défaut dans le sens où ça veut étendre un univers et pas nous introduire à cet univers. Voilà. Et donc, c'est un chef-d'œuvre. C'est le meilleur comic book TV show que j'ai jamais vu. Excellent. Même Daredevil ne surpasse pas une série pareille. C'est presque parfait. Le final, il y a quelques moments dans le final qui m'ont un petit peu déçu, mais sinon c'est presque parfait. Déjà, adapter Watchmen, c'est déjà avoir des couilles. Mais faire une suite aussi digne du comics à Watchmen, c'est en avoir deux. Donc, Damon Lindelof est un homme. Voilà. Est un dieu. C'est le Dr Manhattan personnifié. Et donc oui, cette série est l'héritier digne du comics d'Alan Moore, c'est parfait.
Et je vais passer en partie spoiler parce que allez voir cette série, c'est incroyable. C'est sur OCS pour ceux qui ont OCS ou dans des endroits un peu tralala, voilà. Voilà, mais voilà, regardez cette série, c'est magistral, c'est une grande série de cette année, c'est un classique, voilà. Et malheureusement, c'est une série tellement complexe. Watchmen, c'est un Rubik's Cube. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, je vais juste vous décrire comme ça. Watchmen, c'est un Rubik's Cube. On a différentes pièces qu'on doit essayer de combiner pour que tout soit la bonne couleur. T'as toutes ces pièces mélangées, et à la fin, tout s'aligne parfaitement. Avec subtilité, avec minutie. C'est pas une série de divertissement, c'est une série où il faut réfléchir, théoriser. Voilà, chef-d'œuvre. Et donc, je vais spoiler, voilà. Spoilons, voilà. Donc, ce que j'adore avec... déjà, Watchmen, au niveau de la réalisation, je trouve Watchmen très bien. Déjà, bon, c'est pas Zack Snyder. Zack Snyder, lui, c'était un film, déjà. Et Zack Snyder, le grand point fort de Watchmen, c'était sa réalisation. L'une des réalisations les plus léchées que j'ai jamais vues de mon existence. Mais là, on a une réalisation très léchée pour cette série télé. On a énormément de parallèles entre le début et la fin de développement de personnages. On a plein de trucs comme ça. On a beaucoup de mise en scène circulaire pour nous rappeler un peu l'horloge du jugement dernier, le Doomsday Clock. On a plein de trucs comme ça. On a une très bonne mise en scène. Esthétiquement, c'est très bien. Il y a des plans magnifiques. On a un épisode entièrement noir et blanc. On a plein de trucs comme ça. Après, c'est pas soigné, mais c'est très bien, je trouve. Donc au niveau de la réal, j'ai pas grand chose à dire, mais l'épisode 6, c'est un bijou, d'ailleurs, c'est un bijou de série télé. Mais voilà, ce que j'aime surtout avec cette série, c'est que Damon Lindelof a réussi à faire de cette série un miroir inversé du comics. Parce que c'est exactement le même, quasiment, schéma narratif. Et c'est là qu'on va me dire, ah mais la postologie dans Star Wars, c'est le même schéma narratif que la trilogie originale. C'est le même schéma narratif, mais il n'y a aucune surprise, il n'y a rien qui change, c'est la même chose, la postologie et trilogie. Alors que Watchmen, c'est le même schéma narratif, mais Watchmen c'est un comics politique, et là c'est un schéma narratif modernisé, qui prend en compte les conséquences du comics, et qui modernise les messages politiques en traitant d'autres messages inédits par rapport aux comics, avec des personnages inédits, des personnages qui sortent tout droit des conséquences du comics, et qui sont donc quelque peu inspirés, mais absolument pas les mêmes personnages que dans le comics. Voilà. Donc c'est le même schéma narratif. C'est vraiment ça. On découvre un monde, là où dans le comics on était dans un monde où c'était Nixon qui interdisait les super-héros de protéger les gens, et donc il y avait des hors-la-loi, oh là là, qui est là. Et donc on a exactement le même schéma narratif. Dans le comics, on est dans un monde où Nixon interdit l'existence des super-héros, du coup il y a des hors-la-loi, il y en a d'autres qui exercent leur loi pour le gouvernement. Dans la série, on découvre un univers où c'est les policiers qui sont contrôlés par le gouvernement, et les policiers sont obligés de être déguisés en super-héros pour pas se faire remarquer, on va dire. Et donc on est dans quelque chose d'assez opposé, mais d'assez similaire à la fois, on est dans les mêmes thématiques. Mais là où Watchmen le comics traitait de la place de l'homme, de la politique, de la guerre froide, là on traite un peu de Donald... c'est un peu basé sur Donald Trump, on est sur la politique de Trump, sur le racisme, on a des thématiques différentes qui modernisent le propos de Watchmen. Watchmen, le comics d'ailleurs, qui ne vieillit absolument pas même aujourd'hui. Bon, un petit peu quand même. Mais du coup, la série a réussi à bien moderniser tout ça. Et dans les deux cas, l'intrigue principale se déclenche par l'assassinat d'un homme que l'on croit être un héros, un grand homme. Dans le premier cas, c'est Eddie Blake, le comédien, un agent du gouvernement, ancien super-héros. Et dans l'autre, c'est Jude Crawford, un policier de Tulsa, un policier âgé qui a accompli énormément de choses. Et dans les deux cas, on va découvrir qu'au final, ces deux hommes sont des vrais salopards et des bâtards et qu'ils ne sont pas qui l'on croit. Et dans les deux cas, on aura une enquête sur leur mort et on découvre que tout cela va nous mener à une conspiration encore plus grande que simplement l'enquête sur la mort de quelqu'un. Et en plus, exactement comme le comics, on a des chapitres sur l'intrigue, des volumes sur l'intrigue, et d'autres qui sont focalisés sur un seul personnage. Dans le comics, on a un chapitre consacré à Rorschach, on découvre sa jeunesse, l'origine story du Dr Manhattan. Là c'est pareil, on a un épisode intégralement centré sur Laurie Blake, un sur le Hoodie de Justice, un sur le miroir Looking Glass, un sur Manhattan. On a les mêmes schémas narratifs, et les transitions c'est pareil. C'est un des trucs de la mise en scène qui marche très bien, c'est les transitions qui sont magnifiques. T'as des transitions par rapport à la lune, des transitions,
c'est la meilleure transition de la série. Les yeux d'Angela qui se transforment en œil d'église, d'endroit, et là, bim, on est chez Ozymandias. On a des transitions incroyables. Comme dans le comics, on avait des transitions comme ça également. On a on se bloque, on restait sur une image, et cette image nous menait à une autre scène. Des transitions poétiques et magnifiques, exactement comme dans le comics. Et puis la fin est assez similaire. On a un final sur un huis clos plus ou moins avec l'antagoniste. Sauf et dans les deux cas, Ozymandias gagne, voilà. Et la fin est exactement la même. Alors dans le comics, on a un gars qui est sur le point de toucher le journal de Rorschach. Là, on a Angela qui est sur le point de poser son pied sur la piscine. La fin est quasiment pareille, c'est miroir inversé, un vrai miroir par rapport aux comics. Et comme le comics, on avait un arc secondaire sur le The Man of the Black Fighter, qui est un comic sur un pirate coincé tout seul qui essaye de s'en sortir, et qui a rien à voir avec la série, avec l'arc principal. Là, on a la même chose avec Ozymandias qui est coincé sur Europe, qui essaye de s'échapper pendant toute la série. Sauf que contrario aux comics de Watchmen, là, l'intrigue se mêle après. Mais c'est le même schéma narratif, c'est le même. Et c'est ça que j'adorais, c'est que si on fait une saison 2, ça va gâcher ça. Ça va gâcher le schéma narratif qu'ils ont installé, et donc je ne veux pas de saison 2. Mais bon, on parlera de la saison 2 à la fin. Mais ce que j'ai adoré, c'est que tout est lié, les gars, tout est lié. Tu as le premier épisode, on découvre les antagonistes plus loin de la série, qui sont la 7ème cavalerie, qui ont tous des masques de Rorschach, et c'est connecté. Et donc c'est parce que Rorschach a laissé son journal à la fin pour dévoiler la vérité à propos de Ozymandias, en fait. Et donc on découvre que le journal de Rorschach était publié dans une entreprise journalistique de droite, je crois. Journal d'extrême droite, que personne n'aimait beaucoup, et donc c'est normal que son journal a fini par être oublié. Mais il y a des citoyens normaux qui s'y en sont inspirés, et qui, au lieu de se focaliser sur Ozymandias, se sont focalisés sur ses propos racistes. Ce qui a conduit à la 7ème cavalerie. Mais au fil de la série, on va découvrir que la 7ème cavalerie, en fait, c'est le successeur de Cyclope, qui était une organisation raciste du Ku Klux Klan, qui avait affronté le Audit Justice dans les années 40, qui sont coupables du massacre de Tulsa dans les années 20, qui a vraiment existé d'ailleurs. D'ailleurs, la série commence sur ce massacre, qui a vraiment existé de 1921 à Tulsa, qui a créé le personnage du Audit Justice de Will Reeves. Et la série se terminera sur ça, donc on a un vrai parallèle quand finalement c'est je vais en parler juste après. Donc au final, la 7ème cavalerie provient de très loin. Et donc on découvre qu'en plus de ça, ils bossent pour le gouvernement en fait. La 7ème cavalerie bosse pour le gouvernement parce qu'ils bossent pour le sénateur Keene Jr., qui est donc le fils du sénateur Keene Sr., qui était le sénateur qui avait installé la loi d'interdiction de l'existence des super-héros dans le comics. Donc dans les deux cas, ce personnage provient des fins fonds des comics, du coup. Et donc on découvre même que le sénateur Keene Sr. est également raciste. Et donc au final, c'est normal que les propos de Rorschach n'ont jamais été dévoilés parce que la 7ème cavalerie bosse pour le gouvernement. Et donc si la 7ème cavalerie bosse pour le gouvernement, qui eux-mêmes sont au courant de ce qu'a fait Ozymandias, parce que Ozymandias dans les années 90 leur a envoyé une vidéo où il a confessé ce qu'il a fait au président Robert Redford, parce qu'il avait prédit que Robert Redford serait président. Ouais, c'est très... Ouais, et d'ailleurs, dommage qu'on n'ait pas eu un cameo de Robert Redford, mais il a pris sa retraite, ce n'est pas grave. Donc au final, on est dans quelque chose d'extrêmement réfléchi, donc au final, c'est logique que les propos de Rorschach à propos d'Ozymandias n'aient jamais été dévoilés, et qu'au final, on ait retenu les pires propos, les propos racistes, et donc les propos racistes de Rorschach ont permis à une ancienne organisation du nom de Cyclope de s'immerger dans la 7ème cavalerie en fait. Et donc à la fin, pendant toute la série, ils vont essayer de choper le Dr Manhattan. Et donc ce que j'aime, c'est que la 7ème cavalerie, c'est des méchants de comics. C'est typiquement ça. C'est des méchants qui ont des masques, qui cachent leur visage, qui sont racistes, que des blancs, et qui sont manipulés par le gouvernement. Leur chef, c'est une parodie de Donald Trump, le sénateur Keene. C'est une parodie, c'est un politicien, il veut être président, ensuite il veut carrément être Dieu, il veut avoir du pouvoir, il est raciste. C'est Donald Trump, les gars. C'est vraiment ça. Et c'est un méchant unidimensionnel, sans dimension. Et à la fin, d'ailleurs, j'ai bien aimé quand il était à poil, vu qu'il avait le même slip que le Dr Manhattan. Le gars, quand il meurt en sang, mais c'est hilarant, c'est vraiment un méchant cliché avec une mort ridicule, et c'est ça qui est bien, c'est qu'au lieu de devenir bleu, il devient rouge. C'est excellent comme truc. Et au final, on a tout ce symbolisme quand Lady Trieux qui a fait un deal avec Will Reeves, qui est le gars dont l'enfance a été gâchée par la 7ème cavalerie et par le Ku Klux Klan. Ku Klux Klan et 7ème cavalerie qui sont une seule et même organisation maintenant.
et ben c'est assez symbolique quand Lady Trieux les exécute à l'endroit même où ils ont exécuté la famille de Will Reeves, du coup, en 1921. Donc il y a tellement de symbolisme, rien que sur ça. Et en plus, il y a la femme de Judd Crawford, qui fait partie de la 7ème cavalerie, qui dit « do it », et ensuite Lady Trieux va les désintégrer. Exactement comme Rorschach, qui va dire à Dr Manhattan « do it, tue-moi », et qui va le désintégrer. Donc au final, leur fin est la même que celui de Rorschach. Donc au final, c'est giga poétique, vu que l'héritage de Rorschach a fini comme lui. C'est très ironique, même si malheureusement, je pense pas que c'est l'héritage que Rorschach aurait aimé avoir. Surtout que sa mort a au final mené à l'immersion du Ku Klux Klan, au final, de l'univers de Watchmen. Donc voilà. Mais voilà, j'ai trouvé le délire de la 7ème cavalerie qui sont des méchants sans dimension, qui sont clichés. Ça aurait pu paraître gênant au final, mais quand on découvre que c'est pas eux les vrais méchants, ça passe très bien. Surtout qu'ils ont un message de racisme et un message un peu Donald Trump-esque, on va dire, anti-Trump, voilà. Et donc, en dehors de ça, en dehors de cette menace, on a Lady Trieux, Lady True, en anglais Lady True, qui elle est la vraie méchante de cette série. En fait, tout est lié. En fait, on l'introduit, on la voit vendre une ferme, la ferme des Clark. Et une ferme où s'appelle Clark, la ferme des Kent, Clark Kent, parodie de Superman, parodie de Smallville, encore une fois, inspiration Superman, et il n'y a pas que là d'ailleurs. Donc tout est lié encore une fois. Lady True, elle va donc leur donner des bébés, vu qu'on sait qu'elle arrive à copier la génétique des gens. On découvre dans la série qu'il y a beaucoup de gens qui se doublent, qui doublent des chiens, qui doublent des animaux, et on voit cet univers complètement carré où dès qu'un chien est pas assez ressemblant avec un autre, il se fait exécuter. Donc il y a vraiment un côté un peu cruel avec les animaux aussi, on a ce message là aussi. Bon, dans le premier épisode, il y a des vaches qui se font massacrer, donc oui, il y a tout ce délire avec les animaux. Mais oui, du coup elle achète ce territoire en échange d'un enfant, donc on a vraiment cette idée de chantage, et donc on découvre au final que cette météorite qui atterrit sur la ferme, on sait pas qu'est-ce que c'est. C'était dans l'épisode 4, et à la fin de l'épisode 4, on voit la statue d'Ozymandias qui est vieux, et on se dit, mais pourquoi il y a cette statue en or vieux? Et ensuite, tu découvres au fil de la série qu'en fait, Lady True veut que son père et sa mère voient ce qu'elle a fait. Donc, parce qu'en fait, Lady True, c'est la nouvelle Ozymandias, en fait. Elle a tout organisé. On découvre dans la série qu'elle a laissé, parce qu'en fait, la 7ème cavalerie a réussi à choper de la technologie de Lady True pour s'emparer de Dr Manhattan. Mais en fait, Lady True les a laissés faire, au final, pour qu'elle ait le Dr Manhattan et pour qu'elle ait ses pouvoirs. Et vous savez pourquoi c'est logique que ce soit son plan? C'est quelque chose qui m'a déçu, parce qu'au final, elle a les mêmes objectifs que la 7ème cavalerie, en fait. Du coup, la 7ème cavalerie aussi voulait les pouvoirs du Dr Manhattan, en fait. Sauf que eux, c'était pour devenir des dieux. Elle, c'était pour sauver le monde, pour sauver les gens de la faim, de la guerre, changer l'air, etc., etc. Elle voulait faire ça, elle avait un bon but, au final. Et donc, vous savez pourquoi c'est logique? Parce que Lady True, Lady True, c'est une déesse vietnamienne, déjà. Et ensuite, donc de base, dans le mythe de Lady True, c'est logique. Surtout que au début de l'épisode 9, sa mère chante ce mythe. Ensuite, Troisio, elle est vietnamienne. Manhattan, c'est à cause de Manhattan que le Vietnam est devenu un état américain. Donc, elle n'aime pas le Dr Manhattan, donc c'est cohérent avec le Vietnam. Donc, le Vietnam est une énorme conséquence de Watchmen, la série du coup. Conséquence du comics à la série du coup. Cause-conséquence. Et ensuite, on avait toute l'histoire de Laurie Blake. Laurie Blake, en fait, c'est l'ancienne Spectre Soyeuse dans l'épisode 3 où elle racontait toute son histoire sur un dieu qui se fait tuer par Space Junk, un objet. Et au final, c'est exactement ce qui arrive à Lady True. Et donc au final, tout est relié, tout depuis les premiers épisodes nous mène à cette fin, en fait. Et donc le fait qu'elles veulent s'emparer des pouvoirs de Manhattan sont logiques, et le fait qu'elle soit en vérité une antagoniste est logique, vu que elle est la fille d'Ozymandias. Vu que... Il y aura beaucoup de vues que dans cette vidéo. Elle est la fille d'Ozymandias parce que Ozymandias laisse ses spermes. Et donc sa mère Bian a pris les spermes. Et au final, c'est encore cohérent vu que dans les comics, Ozymandias avait bien engagé des Vietnamiens pour l'aider à concrétiser son plan des calamars géants, en fait. Du calamar géant dans le comics. Et donc au final, elle fait partie de cela. Et c'est cohérent que Bian fasse ça, vu que Bian est vietnamienne, le Vietnam est soumis par les Américains, donc il y a tout ce délire de la soumission des Blancs contre les Asiatiques, et donc Lady True provient de ça, en fait, et donc c'est plutôt intéressant, et comme son père est Ozymandias, c'est normal qu'elle soit giga intelligente, et qu'elle construise sa propre entreprise. Et en plus, son arc est similaire, vu que
comme l'a dit Ozymandias, il a pas utilisé l'argent de ses parents quand ils sont morts, il s'est démerdé tout seul pour devenir riche. Il donne le même message à Lady True, et Lady True fait pareil, et donc va donc créer sa tour de l'horloge, j'ai appelé ça son Doomsday Clock à elle, vu qu'Ozymandias, en fait le principe c'est que Ozymandias dans le comics devait stopper le Doomsday Clock c'était les bombardements nucléaires des Russes et des Américains, là le Doomsday Clock c'est Lady True qui essaye d'avoir les pouvoirs de Manhattan, en fait. De la mort du Docteur Manhattan, en fait. Ce plan est prévu pendant toute la série, c'est pour ça qu'elle est comme Ozymandias, vu que tout est lié à elle, vu que la 7ème cavalerie ne sont que des marionnettes pour elle, exactement comme Ozymandias a manipulé tout le monde dans le comics. Et au final, ça mène à ça. Et au final elle, tout ce qu'elle veut, c'est que son père et sa mère soient fiers d'elle, qu'on voit son exploit. Et du coup, et donc c'est un personnage touchant quelque part, elle est touchante quelque part parce qu'elle veut être reconnue, mais au final... elle meurt, voilà, et j'aime bien aimer sa mort, où vraiment c'est vraiment le coup il y a la croix du Christ qui meurt à côté d'elle, donc dès que la croix du Christ tombe, ça veut dire qu'elle sera jamais un dieu, et donc il y a l'horloge qui tombe sur elle, ses ambitions l'ont tuée, ce qui aurait pu la rendre immortelle l'ont tuée, il y a plein de symboliques sur cette horloge qui tombe sur elle et qui la tue en fait, donc au final sa mort de déesse déchue fonctionne très bien en fait, surtout quand tu dis que c'est son père qui l'a tuée, voilà, et que son père c'est le meilleur personnage de la série. Donc voilà, Lady True c'était un perso intéressant et j'ai bien aimé le délire de l'éléphant. Vu que le logo de son entreprise c'est un éléphant en fait. Et en fait l'éléphant c'est ce que chevauche la déesse Lady True dans les mythologies vietnamiennes, donc c'est cohérent. Et en plus, tout le délire de l'éléphant fonctionne vu que Angela est possédée par la nostalgia dans l'épisode 6, elle est soignée par le cerveau d'un éléphant, et les éléphants sont réputés pour être des animaux très intelligents, du coup... qui ont une grande mémoire, et c'est cohérent avec la mémoire de Lady True, du coup, vu qu'elle a la mémoire d'Ozymandias, elle est la femme la plus intelligente du monde, comme son père est l'homme le plus intelligent du monde, du coup. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait que le vaisseau qui vienne rapatrier Ozymandias à Europe, soit un vaisseau en forme d'éléphant, d'ailleurs. Donc ouais, tout le délire de l'éléphant fonctionnait très bien, donc... Mais voilà, il faut prendre en compte que Lady True est inférieure à son père en tous les points, par contre. C'est une méchante moins forte que lui, moins intelligente au final, parce que Ozymandias c'est l'original déjà, et parce que déjà Ozymandias, son plan, il l'a déclenché il y a 35 minutes avant que les héros débarquent, elle le fait au moment même, et c'est ce qui causera sa perte par exemple, et aussi parce que grâce au Pitipédia, qui est le journal qui nous informe de la mythologie des Watchmen, on en reparlera plus tard, on sait qu'elle a acheté l'entreprise de son père pour devenir riche au final. Donc elle s'est pas véritablement démerdée toute seule, vu qu'elle a acheté l'entreprise de son père, quand il a disparu. Donc au final c'est un peu une mytho, au final. Donc c'est une sous-Ozymandias, et c'est pour ça qu'elle est inférieure à lui, et c'est pour ça qu'Ozymandias la bat à la fin, au final. Donc il y a cette symbolique de la fille qui rattrapera jamais son père, au final. Donc on a une méchante dramatique, mais froide. Elle est froide, elle a un humour à elle est spéciale. Donc c'est une bonne antagoniste développée, intéressante, et voilà, c'était une bonne antagoniste. Le dernier vrai antagoniste de la série, c'est Jude Crawford, qui est le comédien de cette série du coup. Vu que c'est au départ c'est le chef de la police de Tulsa, c'est le boss et tout, dans l'épisode 1 c'est un acteur connu en plus, c'est Don Johnson, il est pas inconnu, c'est un grand acteur, on s'attend à ce qu'il reste longtemps, et bim, il meurt, et on le retrouve étranglé, et en plus exactement comme le smile, le badge du comédien, où il y a une goutte de sang qui va dessus, son badge de policier se retrouve avec une goutte de sang, exactement comme le badge du comédien, ça veut tout dire, c'est un miroir à Watchmen, et c'est très cool, et donc au final, pendant toute la série, on découvre que son père bossait pour le Ku Klux Klan, qu'il a un costume du Ku Klux Klan, et on découvre qu'il fait partie de la 7ème cavalerie, et que c'était un espion de la police de Tulsa, et qu'en fait il était un ami extrêmement proche d'Angela, parce qu'on a la Nuit Blanche. La Nuit Blanche, c'est 3 ans avant les événements de la série. La 7ème cavalerie organise une émeute contre tous les policiers, il y a des policiers qui meurent. Bon, Jude, lui, a fait croire qu'il s'est fait tirer une balle, mais au final, il a fait semblant, vu qu'il fait partie de la 7ème cavalerie. Et on découvre que Cal, on en parlera après de Cal, que Cal, qui est le Docteur Manhattan, a téléporté un membre de la 7ème cavalerie, en fait. Et c'est comme ça qu'ils ont su que Cal était le Docteur Manhattan, et on sait que la 7ème cavalerie veut les points du Docteur Manhattan, en fait. Donc tout est cohérent.
Et c'est pour ça que Jude était extrêmement proche de la famille d'Angela, parce que le mari d'Angela c'est Cal, le mari d'Angela c'est le Dr Manhattan, et donc il n'a fait qu'espionner le Dr Manhattan depuis le début, surtout que c'est un raciste, il déteste les noirs, donc tout ça c'était du fake, c'était un faux amour, en vrai c'était un bâtard, il faisait qu'espionner les gens, il faisait qu'espionner Angela et sa famille, il faisait que surveiller l'objectif de la 7ème cavalerie, jusqu'à que Will le force à se tuer, bien sûr avec son hypnotiseur, qui était l'hypnotiseur de Cyclope qui est l'ancêtre de la 7ème cavalerie. Donc au final, Jude meurt de la même manière que Will Reeves est mort dans l'épisode 6, quand Will Reeves a été pendu à l'arbre, lui c'est pareil, et par contre quand Will Reeves est ressorti de cet arbre, il est devenu le Audit Justice, il est devenu quelqu'un d'autre, lui il est mort. Donc au final c'était très symbolique, le fait que Will Reeves ait fait soumettre ce qu'il a subi à un autre, et en plus il l'a fait tuer avec la même technologie que ses ancêtres ont utilisé. La 7ème cavalerie utilisait des armes hypnotiques, Will utilise une arme hypnotique contre lui, donc il y a toute cette symbolique de son arme à lui, il l'a tué, plus ou moins, c'est plus ou moins ça, donc il y a tout ce délire là aussi. Donc Jude, tout s'est imbriqué parfaitement, donc c'est incroyable, même sur ce personnage là. Et bon, on va parler de Will. Donc Will, c'est un peu le personnage central quelque part de Watchmen, vu que tout découle de lui. En fait, au départ, on n'arrive pas à croire que c'est lui qui a tué Jude, au final, c'est bien lui qui l'a tué. Il a 106 ans, il se porte plutôt bien, il a une force un petit peu surhumaine. En plus, il a des vêtements noirs et rouges, donc on se dit c'est pas le Audit Justice par hasard. En plus, on découvre qu'il est le grand-père d'Angela, le personnage principal, Angela qui est déguisée en nonne, qui est en nonne avec une capuche, un peu comme le Audit Justice. Elle s'appelle Sister Knight. Alan Moore, on sait qu'Alan Moore a failli nommer le Audit Justice Brother Knight dans son comics, donc il y a déjà un parallèle. Et en plus, c'est bizarre, Audit Justice, il est blanc, mais pourquoi? Mais peut-être qu'il a peint ses yeux en blanc pour faire croire qu'il était blanc, parce qu'on n'aime pas les noirs dans les années 20, dans les années 30, alors qu'Angela, elle, se peint les yeux en noir. Donc on avait plein d'indices, c'était évident au bout d'un moment donné, mais oui, Will est le Audit Justice. Vous savez pourquoi c'est bien? Parce que c'est le seul personnage de tous les Minutemen. Les Minutemen, c'est les super-héros des années 40, les ancêtres des Watchmen, les Crime Busters, les Watchmen. Parce qu'à la base, ils s'appellent les Crime Busters, mais ils ont changé ça en Watchmen dans le film, surtout. C'est cohérent parce que c'est le seul super-héros dont on ne connaît pas l'origin story, en fait. En fait, la version officielle, c'est qu'il était un ancien nazi qui a fait de la boxe, dont on a retrouvé le corps mort. Ça, c'était la version officielle que le comics avait mis et que la série a mis aussi, avec le média American Hero Story. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé le message d'American Hero Story, vu qu'en fait, déjà, c'est là comme ça me fait penser à American Horror Story déjà, mais parce que déjà, c'est une parodie des films de Snyder, vu que les scènes d'action dans cette émission, c'est vraiment sanglant. C'est une parodie de la censure à la télévision actuellement, vu que il faut savoir qu'on est nous vivons dans une époque où la violence est beaucoup plus aseptisée qu'avant. Donc là, quand American Hero Story commence, t'as tous les messages de attention, il peut y avoir de la violence, des insultes, de l'antisémitisme, etc. C'est giga abusé, c'est giga ironique, mais c'est tellement ça en fait. C'est tellement ça, on est dans un monde extrêmement aseptisé aujourd'hui, donc ça correspond bien aux médias d'aujourd'hui. Donc au final, c'est cohérent. Et donc j'ai beaucoup aimé cette parodie qui disait que des mensonges, qui étaient absolument pas fiables, et qui montre encore une fois la non-fiabilité des médias également. Donc j'ai bien aimé l'utilisation d'American Hero Story, et c'est également un énorme indice pour nous dire que Will était le Audit Justice, vu que quasiment tous les épisodes d'American Hero Story nous parlaient du Audit Justice. Donc voilà. Et j'ai adoré la scène d'action où il passe par la fenêtre, surtout que le vrai Will Reeves lui sortira de cette fenêtre. Donc de base, les réalités et fiction s'inversent. Donc c'est très intéressant au niveau écriture. Et voilà quoi. Et donc on découvre donc dans l'épisode 6, quand Angela prend la Nostalgia qui appartenait à Adrian Veidt, à Ozymandias dans les comics, qui était son produit cosmétique, qui a été repris par Lady True. Donc quand je dis que Lady True s'est pas débrouillée toute seule, elle a carrément volé de la technologie de son père. Donc Lady True, en fait, c'est vraiment, elle s'est pas trop démerdée toute seule. Au final, comme j'ai dit, c'est une sous-Ozymandias. Voilà. Et donc j'ai adoré cet épisode, vu qu'au-delà de faire un flashback, on nous fait un épisode où Angela découvre elle-même que son père est Will Reeves. C'est un mix entre hallucination et flashback, en fait.
Et cet épisode est un épisode de Dieu, hein, j'ai envie de dire, c'est un chef-d'œuvre de l'année, c'est l'un des plus grands épisodes, c'est un épisode fait juste quasiment fait tout en plan séquence déjà, mais en plan séquence trafiqué, bien sûr, truqué, bien sûr, mais c'est un épisode quasiment qui est entièrement fait en plan séquence, mais... Et donc on découvre le parcours de Will pendant tout le truc, on découvre, déjà on connaît son passé, vu qu'on sait que ça... vu que en fait, Will, quelque part, c'est une parodie de Superman. Déjà, c'est le tout premier super-héros de tout court. Donc déjà, Watchmen, le tout premier super-héros de Watchmen est noir. On a déjà la critique, déjà c'est déjà ironique. Ensuite... Bon, après, j'ai envie de dire, le premier super-héros a été créé par des juifs. Mais bon, j'en parlais après, puisque c'est lié à un autre personnage. Donc on a tous ce délire-là, et c'est vraiment un schéma digne de Superman. C'est un gars, il a vu sa ville, le Tulsa, se faire brûler avec ses parents tués. C'est le seul survivant, c'est exactement comme Superman. Et donc il se débrouille tout seul, il essaye de vivre dans la justice, et il devient un super-héros, quoi. C'est exactement comme Superman. Et donc il devient le Audit de justice après s'être fait martyriser par les policiers, par les criminels, par les racistes. Et donc on a tout ce message du racisme qui a été retranscrit dans cet épisode, en plan séquence, et quand il devient le Audit de justice, après s'être fait pendu à l'arbre, exactement comme ce qu'il fera Jude, c'est une renaissance, c'est limite la résurrection de Superman, quoi. Et donc j'ai adoré les scènes d'action de cet épisode, vu que les scènes d'action, ils sont à la fois saccadés en mode années 40, mais ils sont pas réalistes en fait. On voit que c'est un super-héros donc il est plus fort que tout le monde. Donc il y a tout ce délire, j'ai adoré les scènes d'action, c'était en plan séquence en plus. Donc les scènes d'action de cet épisode étaient excellents. Et d'ailleurs, l'antagoniste de cet épisode s'appelle Fred. Et c'est une parodie du père de Donald Trump qui s'appelait Fred et qui était un partisan des Ku Klux Klan. Donc voilà, beaucoup de critiques à Donald Trump encore une fois. Et tout le délire de quand il sort par la fenêtre, c'est une parodie du comédien qui dans les comics s'est fait tuer en étant balancé par la fenêtre alors que lui il en ressort. Donc on a aussi parlé avec le comédien avec ce plan magnifique, la technique du bullet time de Matrix. On est dans un on a un système de rotation autour d'un ralenti, c'est magnifique. Donc ça, ce plan-là était magnifique. Et donc c'était hyper intéressant de voir Angela vivre ce qu'a vécu son père, mais comme si c'était elle qui les avait vécus. Donc c'était giga bien fait. Surtout il y a un plan que j'ai adoré où il y a Will qui se maquille en blanc, puisque du coup les noirs sont pas acceptés dans ces époques. Et donc si les gens savaient que le premier super-héros était noir, il se serait fait défoncer, quoi. Donc le fait qu'il se peigne en blanc alors que sa petite fille plus tard en noir, c'est très symbolique. Et j'ai adoré ce plan où il se peint les yeux en blanc. Et t'as le petit miroir sur le côté, où là t'as le visage de Will, et sur le petit miroir t'as le visage d'Angela. J'ai trouvé ce plan magnifique. Et donc on a également on a vraiment un schéma classique du super-héros, quand sa famille l'abandonne et quand son fils découvre qu'il est un super-héros, vu que on aura tout ce parallèle-là après, à la fin de la série, quand son fils le découvre. Et donc voilà, quoi. Donc au final j'ai adoré le fait qu'il rejoigne les Minutemen, c'est cool, vu qu'au final c'est lui le chef, et il est pas respecté. Les Minutemen le croient pas, les Minutemen le rejettent, alors qu'ils savent pas forcément qu'il est noir. Donc c'est giga... On voit que les Minutemen c'est des bâtards, et ce serait cool d'avoir une série entière sur les Minutemen, du coup, une saison entière. C'est l'une des théories de saison 2. Et sa relation avec Nelson Garner, le capitaine Metropolis, c'était cool, vu que là où le film développait le comédien, le tout premier Night Owl et la toute première Silk Spectre, ce que j'ai adoré dans cette série, c'est qu'il développe des membres des Minutemen qu'on connaît pas. Qu'on connaissait pas dans les films qui n'ont jamais été développés. Le Audit de Justice et le Capitaine Metropolis. Et donc au-delà de ça, on découvre qu'en plus qu'il était homosexuel avec le Capitaine Metropolis. Et le final où il tue tout le monde, il devient un anti-héros, c'était giga cool, en vrai c'était... Genre je m'en fous. Et donc j'ai adoré vraiment cette descente aux enfers, il perd sa famille, et il devient un anti-héros. Donc c'est giga intéressant, et ensuite du coup plus personne n'a entendu parler de lui, et Will Reeves a disparu jusqu'à 2019 en fait. Et donc, son arc est intéressant, vu qu'en fait, il prend sa retraite, il a arrêté, il a une vie de merde un peu. Donc, Will c'est un personnage extrêmement dramatique et fascinant. Et quand le Dr. Manhattan vient en 2009 lui dire qu'il peut enfin se débarrasser de ceux qui ont gâché sa vie, le Cyclope, la 7ème cavalerie, il prend l'occasion, il s'allie avec Lady True. Et encore, on découvre que c'est même pas intentionnellement, parce qu'en fait, il aime pas Lady True et qu'il sait que Lady True est une antagoniste. Donc en fait, il s'est allié, mais pas intentionnellement, il s'est allié parce que c'était dans le plan de Manhattan et parce qu'il y a tout un système intéressant. Et donc tout était prévu en fait.
Tout était prévu, et donc quand il se laisse arrêter par Angela, c'était pour que Angela commence à douter sur lui, pour que Angela enquête sur lui, puisque Manhattan connaît l'avenir, donc Manhattan se doute très bien de ce qu'Angela va faire dans l'avenir, vu que Manhattan savait comment ça allait finir. Donc tout est cohérent, Will fait tout ce qu'il faut, et j'ai adoré aussi le moment où il est dans la voiture d'Angela, il se fait transporter par Lady True avec l'aimant géant. Surtout qu'au final, on sait même pas qu'est-ce qu'il aimante en vrai dans toute la série, mais au final c'est cohérent vu que dans le tout dernier épisode on voit que les hommes de Lady True ont des boucliers à aimant, donc au final tout est cohérent. Son arc est cohérent vu que enfin à la fin il se débarrasse de Lady True, enfin ses ennemis, la 7ème cavalerie, c'est les racistes qui ont gâché sa vie, sont morts, et enfin il a une famille, enfin il est réuni avec Angela et compagnie, enfin il a une famille. Et quand à la toute fin de la série, il dit que le Dr Manhattan aurait pu faire plus, on le comprend vu que c'est un personnage qui a vécu tellement de malheur. Donc c'est vraiment un excellent personnage. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'on découvre un peu l'arc de son père, aussi carrément, de son père, lors de la Première Guerre mondiale, pour montrer que les Noirs étaient forcés de bosser pour les Allemands. Donc on a tellement de trucs sur le racisme dans cette série qui est incroyablement bien écrit, encore une fois. Cette vidéo sera longue à monter. Donc voilà, Will était un excellent personnage. Et qui dit Will dit Angela. Angela qui est donc sa petite fille, la fille de son fils. Et Angela c'est un personnage intéressant, c'est le personnage principal déjà. Et c'est un perso tellement intéressant parce que c'est un mélange de tellement de personnages. Déjà j'ai bien aimé l'actrice qui l'a joué gamine vu que c'est Darla dans Shazam, donc c'était sympa de la voir. Deuxième fois qu'elle campe une super héroïne au final, la gamine. Et donc le fait qu'elle ait vécu au Vietnam, c'est intéressant vu qu'on découvre un peu la vie du Vietnam. Depuis qu'ils ont été soumis par les Américains, on découvre la vie, on découvre à quel point ils aiment le Dr Manhattan, à quel point ils idolent le Dr Manhattan. La vie de Angela, surtout on voit qu'elle est fan des super-héros, et donc on voit très bien où elle va prendre son identité de Sister Night. Donc c'est grâce à la fiction qu'elle deviendra une héroïne, exactement comme Will qui regardait Bass Reeves quand il était petit, un shérif qui se déguisait en capuche, exactement comme Will plus tard. Et c'est pour ça qu'il a pris le nom de famille Reeves, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Will Reeves, George Reeves, Christopher Reeves, des acteurs qui ont joué Superman, tout est lié. Superman ou des Justice, les premiers super-héros, quoi. Et donc le fait que sa famille se soit fait tuer par un Vietnamien, parce que les Vietnamiens n'acceptent pas ce qu'a fait le Dr Manhattan, c'est assez cohérent en fait, vu qu'au final c'est cohérent avec Lady True aussi, vu que ses parents se font tuer par des Vietnamiens dont la vie a été gâchée à cause du Dr Manhattan. Et son mari, le Dr Manhattan, se fera tuer par Lady True, qui est une Vietnamienne, qui déteste le Dr Manhattan également. Donc tout est lié, tout le délire du Vietnam est bien relié, tout est bien embriqué comme il faut. Et en plus, encore plus horrible quand la grand-mère d'Angela vient la voir et lui dit, et meurt juste après l'avoir découvert, donc elle a vraiment la vie de merde en fait, elle a vraiment un passif extrêmement triste, donc c'est vraiment le passif, l'origin story vraiment triste. Elle a un trauma, exactement comme Rorschach, elle a un trauma d'enfance, et c'est pour ça qu'elle porte un masque, comme Rorschach qui porte un masque pour cacher sa folie et son trauma également. C'est pour ça qu'elle porte un masque et qu'elle devient la Sister Night. Après s'être fait blesser bien sûr, et au final, comme elle l'a toujours dit quand elle était petite, elle devient une policière, et donc elle s'inspire de son idole, Sister Night, la super-héroïne auquel elle s'est inspirée pour devenir elle-même la vraie Sister Night. Et donc elle devient une policière. Et ensuite il y a le fameux moment où elle rencontre le Dr Manhattan, et où elle devient carrément son amour en fait. Et cet amour est extrêmement touchant, vu qu'on connaît la fin est très dramatique, mais j'en parlerai quand je serai sur le Dr Manhattan. Mais Angela, du coup, il y a son amour avec le Dr Manhattan qui est très beau, hein, au final. Même s'il y a ce moment creepy où Dr Manhattan doit choisir un cadavre. C'est très creepy comme scène, par contre. C'est là qu'on voit qu'aucun personnage de Watchmen est totalement normal. Parce que là, Angela qui traîne avec un gars qui est déguisé en cadavre, c'est chelou quand même. Il faut l'avouer. Toute la relation avec le Dr Manhattan était vraiment bien. Et puis voilà, quoi, c'était un excellent personnage. Et elle est vraiment basée déjà sur son grand-père, vu qu'elle a un costume similaire à lui. Et au final, le fait qu'elle devienne Sister Night, Sœur Nuit, elle est déguisée en nonne, une nonne en couple avec un dieu, avec le Dr Manhattan. Rien que là, on a tout le symbole. Nonne, la sœur, la nonne est en couple avec Dieu, quoi. On a déjà un énorme symbolisme déjà. Donc c'est extrêmement intéressant. Je parlerai de Calabar juste après, je pense en fait.
Et donc toute l'intrigue de la série, on le trouve très fascinant vu que tout est lié à elle. Le Dr Manhattan, Will Reeves, tout est lié à elle parce que le Dr Manhattan avait tout prévu et tout était relié à elle depuis le début. En fait, tout est logique. Voilà. Et sa vision du monde est noir et blanc, exactement comme Rorschach en finale. Et comme lui, elle se bat de manière très violente, vu qu'à un moment donné, elle tabasse un mec presque à mort, il y a du sang qui sort de la porte. Exactement comme quand Rorschach a tué Big Boss dans la série, dans le comics et dans la série, dans le film. Du coup, donc il y a vraiment cette inspiration de Rorschach. Et Regina King, une grande actrice, elle a eu l'Oscar du meilleur second rôle l'année dernière. Donc ce n'est pas n'importe qui. Elle fait un très bon travail. Elle est très bon personnage, encore une fois, dont la violence est très intéressante et dont les traumas vont se réveiller dans cette série et qu'on va découvrir petit à petit. Donc au final, au début de la série, on connaît aucun personnage véritablement, du coup, vu que on sait tout sur elle jusqu'à l'épisode 8 en fait. Vu personne se doutait une seconde qu'elle connaissait le Dr Manhattan, quoi, donc c'était giga spécial. Voilà. Et donc le Dr Manhattan, il s'est fait un peu démonter, le Dr Manhattan, par les critiques, parce que son design est dégueulasse, selon les gens. Moi, personnellement, j'ai trouvé l'arc du Dr Manhattan sensationnel. Voilà, je vais vous le dire, sensationnel. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est cohérent, mais vraiment exactement cohérent avec les comics. Déjà j'ai bien aimé le fait qu'ils aient rajouté une scène de l'enfance de Manhattan. Déjà, on découvre que Manhattan est juif. Bon, il a toujours été juif, mais du coup, comme Superman qui a été créé par des juifs, le premier super-héros divin avec des pouvoirs est juif. Donc il y a toute cette symbolique-là également. C'est un super-héros juif. Donc le fait qu'il découvre des gens qui font l'amour et il mange une pomme en plus. On a toute cette symbolique d'Adam et Ève, vu qu'au final, ces deux gens auxquels qu'il a vu lui-même deviendront ses Adam et Ève à lui après. Surtout que ces deux gens qui sont Mr. Phillips et Madame Crookshanks, ouais, ils ont des noms très spéciaux, très british. Et ben au final, on découvre que ces personnages ont raconté l'histoire de la vie et de Dieu et de la jeunesse du monde à John Osterman, aka le Dr Manhattan. Donc au final, c'est complètement cohérent que le Dr Manhattan crée un monde avec eux comme Adam et Ève, et tout est cohérent au final. Vu qu'on croit tous que le Dr Manhattan est sur Mars pendant toute la série, on découvre que c'est un double déjà. Et donc j'ai adoré l'affluence qu'on voyait du Dr Manhattan, vu qu'il y a plein de gens déguisés en Manhattan, plein de jouets, de costumes. Il y a d'ailleurs le moment où les parents de Angela se font tuer par un Vietnamien qui contrôle une marionnette du Dr Manhattan. C'est un vrai symbole des comics, vu que dans les comics, Dr Manhattan dit « Nous sommes tous des marionnettes, sauf que moi je vois les ficelles. » Parce que Manhattan voit l'avenir, vit en même temps le présent, l'avenir et le futur. Bon, vu que Manhattan vit en même temps le passé, le présent et l'avenir en fait. Pour lui, le temps n'est pas linéaire et lui, il vit un temps spécial en fait. Il est omniscient, du coup. Et donc à la fin du comics, il a dit qu'il allait partir créer la vie en fait. Et c'est exactement ce qu'il fait à la suite. Il crée la vie à Europe, la lune de Jupiter. Et vous savez pourquoi c'est logique ? Parce que l'amour de sa vie c'était Laurie, et Laurie s'appelait autrefois Laurie Jupiter. Et donc le fait qu'il ait créé la vie dans une lune de Jupiter, c'est une preuve de l'amour qu'il avait pour Laurie du coup. Et qui sera encore plus fort quand Laurie va revoir Manhattan mourir devant elle, pas devant elle, mais quand elle reverra Manhattan devant elle avant la fin du dernier épisode, quand leur retrouvaille quoi. Donc c'est complètement cohérent, et Manhattan c'est un perso qui en a marre de l'humanité, qui est rejeté par l'humanité. Hein. Et donc il crée l'humain parfait, en fait, il crée sa ville parfaite avec le château qui a bercé sa jeunesse. Quand on découvre qu'il est lassé par l'humanité, qui en a marre, parce que le plus grand défaut de Manhattan c'est l'amour. C'est l'amour. Il avait sa femme Jenny, il avait Laurie, il avait trompé Jenny pour Laurie, et là, il est amoureux d'Angela en fait. Et vous savez pourquoi il va vers Angela ? Parce qu'il a vu dans l'avenir qu'il serait avec elle en fait. C'est parce qu'il a le moment, il a dit, dans la série il dit, c'est à ce moment-là que j'ai vu que je t'aimais. Le moment où elle est sur le point de le sauver alors qu'Angela sait que Manhattan est foutu. Là, tout est logique parce qu'il va rencontrer Angela parce qu'il sait qu'il va l'aimer dans l'avenir en fait. Donc tout est cohérent, et donc c'est cet amour avec Angela qui va le rendre plus humain, et donc c'est extrêmement symbolique. Et donc je trouve ça extrêmement symbolique, le fait que le plus grand point faible de Manhattan, c'est l'amour, comme dans le comics, mais contrairement aux comics où il voyait pas les manigances de Ozymandias,
Pour ceux qui ne savaient pas pourquoi, c'est parce que Ozymandias avait utilisé un gaz qui empêchait Manhattan de voir les événements du comics. Là, il connaît tout, il connaît tous les événements en fait. Et c'est ça qui est intéressant, donc j'ai adoré le fait que Manhattan veut devenir un humain, il veut mourir, il en a marre d'être omniscient, et donc quand il choisit de devenir Kal-Abar, Kal-El, Excalibur, Excalibur, le pénis de Manhattan de Laurie, voilà, tout est lié, dès le nom, c'est lié, et Kal-Abar, Ebar, il rentre dans un bar dans le début de l'épisode, et bien sûr, je crois qu'il y a un super-héros qui s'appelait Abar, dans un film des années 70 qui était sur un super-héros noir, je crois, donc tout est lié, tout est écrit avec minutie, comme je dis. Donc tout est écrit avec minutie, et donc le fait qu'il devienne humain, c'est touchant, il vit une décennie d'amour avec Angela tranquillement, en tant que Kalabar, un père qui aime ses enfants, qui a une vie tout à fait normale, et moi j'étais en mode, c'est bizarre qu'ils aient casté un acteur si bankable pour un rôle de père, quoi, c'est le père, c'est tout. Et puisque c'est Yahya Abdul-Mateen II qui a joué Black Manta dans Aquaman, qui a joué dans un épisode de Black Mirror, qui va jouer dans Matrix 4. C'est vraiment un acteur en devenir, c'est un potentiel hollywoodien, et tu te dis, il joue le padré, c'est tout, il joue juste un gars normal. Et là, donc moi depuis le début, j'étais sûr qu'il y avait un truc qui se tramait, et ça commençait à devenir cohérent. Il y a des moments où il est habillé en bleu, il raconte à ses enfants que là, il n'y a rien après la mort, il est froid, exactement comme Manhattan qui est extrêmement froid envers l'humanité. Donc au final, tout a été mis en place pour qu'il soit le Docteur Manhattan. Même quand Laurie dit qu'il est beau, alors que Laurie est l'ex de Manhattan, tout est lié, tout est cohérent, tout a été écrit avec minutie. Je vais beaucoup dire minutie, je pense. Donc c'est complètement cohérent. Et donc au final, bien sûr, il va être réveillé par Angela parce qu'il le faut pour l'intrigue. Et donc quand il revient, il est perdu. Les gens ont détesté son design. Moi, j'ai beaucoup aimé son design. Déjà, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il marche sur l'eau, comme Jésus. À chaque fois, il marche sur l'eau dans cette série, beaucoup. Tous les des Adam et Ève, tout est bien. Mais je trouve déjà, Yahya Abdul-Mateen II, il est musclé comme il faut, il a une vraie carrure. Et puis, Damon Lindelof a dit, contrairement au Manhattan de Snyder qui est tout le temps fluorescent, dans les comics, Manhattan, il n'est pas fluorescent. Il peut se mettre en fluorescent, mais il n'est pas obligé de se mettre en fluorescent. Donc le fait qu'il soit juste tout bleu, c'est normal en fait. Et le fait qu'il ait le visage de l'acteur, de Kalabar, c'est cohérent, c'est cohérent vu qu'il a... Du coup, on connaît pas le vrai visage de Manhattan au final, on connaît pas son vrai visage. Donc pour les fans qui sont déçus, vous pouvez vous dire que le vrai Manhattan a le visage de Billy Crudup, celui qui a joué Manhattan dans Watchmen le film. Comme ça vous allez vous rassurer. Et il y a aussi le fait que Manhattan n'ait pas les yeux blancs, tout blanc. Quand il se met en mode dieu, il a les yeux tout blancs, mais quand il est en normal, il a pas les yeux tout blancs. Il a l'iris, il y a les iris et tout. Il y a ses pupilles. Donc moi j'ai pris ça comme une preuve que Manhattan était devenu un humain enfin. J'ai pris ça comme une preuve que Manhattan avait des émotions humaines, devenait humain, et donc ses yeux n'étaient plus tout blancs, ses yeux, il montrait ses iris, il montrait des vrais yeux, des yeux humains, quoi. Donc pour moi, le fait qu'il ait des yeux normaux montrait une preuve d'humanité du personnage, et ça, c'était intéressant. Et j'ai adoré la scène où il explosait les têtes de la 7ème cavalerie, qui fait bien sûr penser à la manière dont il va tuer Rorschach, bien sûr. Mais la manière dont il les a tués, cette scène qui est forte avec une musique un peu afro, magnifique, c'était d'une intensité incroyable. Vraiment, c'était une excellente scène de l'épisode 8, la dernière scène de l'épisode 8. C'était incroyable jusqu'à qu'il se fasse choper par la 7ème cavalerie, parce que la 7ème cavalerie a réussi à l'avoir à cause de sa kryptonite, le tachyon. Et c'est ce que d'ailleurs Ozymandias donnera pour qu'il perde la mémoire, d'ailleurs, le tachyon. Donc le tachyon, c'est vraiment sa kryptonite à lui. Donc à tous ceux qui disent « Putain, Ozymandias, il a pas réussi à battre Manhattan, mais il y a trois racistes qui réussissent à le battre alors que il est plus fort que Superman. » Les individus les plus puissants ont tous une kryptonite, et quelque part, Ozymandias a réussi à battre Manhattan quand il lui a implanté le truc en tachyon sur le cerveau, quand il lui a donné. Donc quelque part, Ozymandias n'a jamais perdu, donc voilà. Donc voilà, pour moi, au contraire, ça m'a pas gêné que, contrairement au Manhattan de Snyder, le Manhattan de la série soit moins divinisé, soit plus humanisé au final. Parce que du coup, j'ai trouvé ça plus touchant et parce que je trouve ça cohérent avec le développement du personnage par rapport aux comics, en fait. Et donc, c'est giga symbolique et c'est giga touchant. Et donc, la fin, quand il a été porté donc, à sa mort, j'ai envie de dire,
c'est d'une tristesse abyssale. Bon, en plus cette fois il prédit l'avenir, il sait qu'il va gagner, mais il sait que c'est son plan, il sait que tout est prévu depuis le début, mais il va mourir quoi. Et donc quand il téléporte tout le monde sauf Angela parce qu'il veut pas mourir seul, c'est tellement touchant parce que il faut savoir que John, avant qu'il soit Manhattan, il était coincé dans son laboratoire qui allait le transformer en Manhattan et le désintégrer. Ok ? Mais Jenny, sa femme de l'époque, n'a pas voulu le regarder, il l'a abandonné. Jenny l'a laissé mourir là-bas. Donc Manhattan est mort une fois tout seul, sans aide. Alors que là il laisse Angela le voit mourir à ses côtés. Enfin, il va mourir une deuxième fois, mais cette fois il va mourir accompagné de l'amour de sa vie. Donc c'est tellement triste, c'est tellement touchant. Et le moment il dit, je vis tous les moments d'un coup, mais c'est d'une tristesse. En fait, sa mort, il a exactement la même mort que quand il était John, en fait. La naissance du Dr Manhattan devient sa mort, et donc c'est giga touchant, c'est magnifique. Donc pour moi, Dr Manhattan, c'était une poésie dans cette série, c'était une poésie. C'était d'une beauté incroyable pour moi. Surtout qu'à la fin, on voit qu'à la fin, tout le monde essaye de voler les pouvoirs de Manhattan, mais on se rend compte que personne n'en est capable, et que la seule personne qui peut avoir les pouvoirs de Manhattan, c'est celui que Manhattan a désigné, Angela, quand elle prend l'œuf. Et en général, la seule personne qui peut devenir Manhattan, c'est celle qui ne veut pas devenir Manhattan, Angela, encore une fois. Et voilà, je théoriserai plus tard ce qui peut arriver en saison 2, mais je pense pas qu'il y aura de saison 2 et j'espère pas. Je pense pas qu'il y aura pas de j'espère qu'il y aura pas de saison 2 qui continuera l'arc de Tulsa, de Tulsa. Mais voilà, l'épisode 8, j'ai quasiment décrit l'épisode 8 en disant tout ça. J'ai adoré l'épisode 8 vu que l'épisode nous montrait, on était du point de vue de Manhattan, on vivait les timelines en même temps que lui, il n'y avait pas de flashback. Parce que Manhattan, il vit le passé, le présent et l'avenir en même temps que tout, quoi. Donc, on a vécu exactement la même chose, quoi. Par contre, félicitations à Yahya Abdul-Mateen 2 qui a dû passer énormément d'heures de maquillage pour qu'on lui paye, pour qu'on le maquille tout nu, même le kiki. Donc j'espère bravo à lui, très bonne performance, un acteur que j'ai hâte de continuer à voir dans Aquaman 2 du coup encore une fois et dans Matrix 4 et encore dans plein d'autres trucs. Donc un très bon acteur qui a fait un excellent taf. C'était un très bon acteur, un très bon personnage, c'était poétique mais magnifique, voilà. Donc qui dit Manhattan dit aussi Ozymandias, le meilleur personnage de cette série, c'était excellent. Jeremy Irons, tu as joué Alfred, mais là, les gars, vous lui avez donné un rôle digne de son talent, les gars. C'est magistral. Le gars, bon déjà j'ai dit son arc est un arc parallèle au comics Watchmen, au comics du Black Fighter, du pirate. Surtout que à Europe, l'ennemi qu'il affronte, le juge masqué, s'appelle un logo de pirate qui est exactement le même que celui du Black Fighter. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un vrai parallèle. Et voilà, j'ai adoré son arc. Son arc est complètement cohérent. Déjà, tout est cohérent avec la fin du comics, ou à la fin du comics, j'ai balancé des chaussettes, voilà. À la fin du comics, il gagne, et donc il a tué 3 millions de personnes, il a lâché son calamar, mais en faisant ça, il pense qu'une utopie va se créer, que le monde va devenir magnifique, que c'est fini, il n'y aura plus de trucs nucléaires, tout est fini, le monde va être magnifique, quoi. Et au final, on est dans un monde corrompu encore, un monde manipulé, un monde on utilise encore des armes nucléaires, un monde où les Russes essayent de copier leur propre Dr Manhattan. Ozymandias, c'est sous dépression, quoi. Tout ce qu'il a fait n'a servi presque à rien. Donc tout est cohérent au final. Et c'est vraiment triste pour lui. Et donc, bon, bien sûr, sa fille est venue la voir et c'est grâce à ça qu'il va réussir à s'enfuir d'Europe. Quand sa fille lui dit que mon satellite ira dans 5 ans, mon satellite ira voir si le Dr Manhattan est sur Europe. Et ben du coup, quand Manhattan vient le voir dépressif, d'ailleurs son bureau est exactement le même que dans le comics, avec ses jouets Ozymandias qui montrent qu'il est égocentrique. Son mot de passe qui est le même que dans le comics, Ramsès II, avec le même ordinateur, tout est pareil. Karnak, sa base qui est le même que dans le comics, qui est magnifiquement bien fait en CGI d'ailleurs. Donc j'ai adoré voir la base de Karnak et voir Manhattan parler avec Ozymandias, c'était très cool de voir leur retrouvaille entre les deux. Et donc, il y en a beaucoup qui ont trouvé que c'était pas cohérent que Ozymandias n'ait pas demandé à Manhattan s'il y avait une sortie de secours à son paradis. Parce qu'en fait, Ozymandias, du coup, il est tellement dépressif qu'il accepte l'offre de Manhattan de l'emmener à Europe, à un paradis, quoi, un monde parfait, quoi.
Mais pour moi, Ozymandias, il était tellement dépressif, tellement triste, tellement abattu, que j'ai trouvé ça cohérent, en fait, qu'il dise rien et qu'il soit téléporté tout de suite. Au final, c'est vraiment... Il a vraiment... En fait, Ozymandias, il a une vie de merde dans cette série. Il a une vie de merde. Bon, déjà, le gars, il est enfermé pendant 8 ans sur Europe. Au départ, il kiffe, il profite des servantes, il se branle sur une meuf, il fait tout ce qu'il veut, il écrit des pièces de théâtre qui humilient le Docteur Manhattan, d'ailleurs. J'avais beaucoup aimé la pièce de théâtre où tout le monde jouait mal, mais où il humiliait le Docteur Manhattan, donc au final, depuis le début, c'était vendu que c'était le Manhattan qui l'avait enfermé là. Quand il disait « Votre Dieu vous a abandonné », là c'était bon, c'était le Manhattan qui l'avait abandonné. C'est bien Manhattan qui a créé Europe. Et donc j'ai beaucoup aimé quand on le voit quand on le voit transformer des bébés en adultes. J'aimais beaucoup son arc, quand il essaye d'envoyer des gens dans l'espace, on se dit mais pourquoi il veut envoyer des gens dans l'espace? Il va essayer de s'enfuir dans un scaphandre sur Terre, c'est pas possible. Et au final, dans l'épisode 5, que j'ai adoré cet épisode-là, j'en parlerai avec Miroir. Dans l'épisode 5, quand on découvre qu'il est sur la lune d'Europe, quand on découvre qu'il place tous les cadavres et qu'il met Save Me, dit, et qu'à la fin on découvre que c'est d'odeur, et qu'en fait, pendant 4 ans, tout ce qu'il a fait, c'est essayer d'envoyer un message à sa fille pour qu'il le sauve, que sa fille captera du coup, pour qu'il le sauve, et qu'au final, le scaphandre, tout ce qu'il a fait, c'était pour faire ça, et tous les gens qu'il a tués, c'était pour ça. Merde quoi. Et puis tout est logique, vu qu'il a une mémoire photographique, donc tout ce qu'on lui dit, il le retient. Puisque c'est l'homme le plus intelligent du monde, quoi, les gars. Donc tout est cohérent, en vrai. Pour ceux qui pensaient que c'était trop facile, mais c'est Ozymandias, les gars, c'est Ozymandias. Et puis j'adore son costume. Vraiment, c'était l'un des défauts que j'avais chez le Watchmen de Snyder, c'était le costume d'Ozymandias. J'étais pas trop fan. Je trouvais qu'il se ressemblait pas à Ozymandias, mais là, il est magnifique, c'est une copie des comics, ce magnifique costume. Et puis le fait qu'il soit... Et puis son tribunal où il pète, où il est jugé par des cochons, c'est un bordel. Ensuite, il est emprisonné, il le fer à cheval. Le fer à cheval, dans l'épisode 2, il dit dans l'épisode 4, il dit il en a pas besoin encore, mais pourquoi il dit ça? Et puis on découvre qu'en fait, le fer à cheval, bon, il l'utilise pour s'évader. Et on découvre que tout était prévu depuis le début, qu'en fait, Ozymandias avait orchestré tout depuis le début. Il avait prévu d'être en prison, il avait prévu d'avoir un adversaire, en fait. Puisqu'il voulait pas devenir fou, vu que bon, il est un petit peu quand même, mais il voulait pas devenir entièrement fou, en fait. Et donc, l'homme le plus intelligent du monde s'est créé un propre piège, et c'est très poétique. Donc, au final, tout l'arc d'Ozymandias, quasiment, était un scénario qui s'est lui-même créé, en fait. Donc, le juge masqué, c'est lui qui l'a... Bah, le juge masqué, c'est pas le juge masqué, c'est le mec masqué, là, le clone masqué, qui est le tout premier, d'ailleurs, c'est le premier qui a été créé par Manhattan. Donc, on comprend que ce soit lui, celui qui a le plus de haine envers Manhattan. Bah, tout était orchestré par lui, et donc j'ai adoré ce final où le gars lui tire la balle et il le chope comme dans le film et dans le comics, où il se bat, il le tue, et on découvre et il lui demande pourquoi je porte un masque, monsieur. Et l'intrigue du masque est très bien gérée dans cette série, que ce soit pour les traumatismes des personnages avec Miroir, avec Angela, avec Will, et là il lui dit de porter un masque parce que ça rend les hommes cruels. La symbolique est incroyable, et donc j'ai adoré quand l'autre il lui dit est-ce que j'ai été un ennemi digne, monsieur, et lui dit non. En mode je m'en bats les couilles, c'est vraiment un bâtard Ozymandias. Et quand il s'en va quand il s'en va, tous les gens se sont bien alignés pour lui dire au revoir. Vraiment, Ozymandias, c'est le king, c'est le roi, quoi. C'est un fan d'Alexandre le Grand, c'est un fan de Ramsès II, c'est un roi, c'est un conquérant, quoi. Il a régné pendant une lune, plus ou moins pendant 8 ans, quoi. Donc et pour ceux qui trouvent que c'est pas cohérent, en 2008, Lady True a dit que son vaisseau ira voir si Manhattan est sur Europe dans 5 ans. Donc en 2013. Et l'épisode 5, où Ozymandias se montre devant le satellite qui est enfin arrivé après 5 ans, et là, voilà, et là, quoi. Et donc, ensuite, c'est en 2013, et donc le vaisseau qui va aller, que Lady True envoie pour sauver Manhattan, met 3 ans à arriver. Donc, le vaisseau arrive en 2016. Et donc il met 3 ans à repartir, et il arrive en 2019, dans l'épisode 4, on le voit atterrir. Donc tout est cohérent, et le moment où Ozymandias est comme ça, et vraiment comme ça en mode, vraiment comme s'il était dans une boîte de jouets un peu, et qu'il devient une statue en or. Et là, et du coup en fait, lui qui admirait ses jouets, qui s'admirait lui-même, c'est à son tour d'être admiré, quoi, qui est admiré en forme de statue. Donc ça c'est assez symbolique encore une fois, parce que c'est un personnage extrêmement égocentrique. Et donc son retour dans le dernier épisode où il est décarbonifié, on va dire,
où il découvre sa fille, il découvre qu'on a copié sa mère, et lui il sait pas quoi faire. On voit qu'il aime pas sa fille en vrai, même s'il a été forcé de dire Save me daughter pour qu'il soit sauvé. Mais dans la série, il y a toute une thématique de l'héritage, que ce soit entre Will et Angela, et surtout entre Ozymandias et Lady True, mais Ozymandias n'aime pas sa fille, il l'a tuée, il l'a tuée. C'est comme j'ai dit depuis le début, Lady True est une sous-Ozymandias, et donc Ozymandias, avant de retrouver Laurie, c'était très cool de voir Ozymandias retrouver Laurie, surtout qu'il l'appelle Madame Jouspensik, qui est son vrai nom dans les comics, je crois que je l'ai mal prononcé, mais c'est pas grave. Parce que Laurie s'appelle Laurie Blake, j'en parlerai après. Du coup, quand lui-même tue sa fille, alors que sa fille disait que les calamars c'était du réchauffé, alors que là, il ressort le coup des calamars pour la tuer, mais des calamars congelés, quel symbole! Ozymandias a sauvé 2 fois le monde. Et aussi, c'est assez drôle de voir qu'il se connaît, parce que sa fille est comme lui, sa fille est égocentrique, elle est avide de pouvoir comme lui, et donc il sait très bien que si elle avait le pouvoir de Manhattan, jamais elle sauverait le monde, elle foutrait la merde. Donc voilà. Et donc j'ai adoré Ozymandias qui sauve le monde une 2e fois, et d'ailleurs les calamars depuis le début, c'était lui qui les avait utilisés d'ailleurs. Les mini calamars, ça a toujours été lui. Et j'avais beaucoup adoré cette continuation du mythe de l'alien et des calamars, pour préserver la peur des gens envers les calamars. Dit comme ça, c'est bizarre, mais ouais, c'est des calamars, quoi. Mais ouais, j'ai adoré ce moment-là, et puis la scène de fin, où il est en train de sortir son... D'ailleurs, j'adore son thème, qui est le même que dans le film, qui est un thème, je mettrai le lien de la musique, mais son thème vraiment, musique classique, vaillant, connu, célèbre. J'ai adoré son thème, et là sa dernière scène, où il a Laurie qui veut l'arrêter parce qu'il a tué 3 millions de personnes. Enfin, il va se faire arrêter parce que enfin Laurie a réussi à faire ce que Rorschach n'a pas pu. Enfin, Rorschach est vengé plus ou moins. Enfin, Ozymandias s'est arrêté. Enfin. Et puis il se fait tabasser derrière par Looking Glass. C'est giga drôle. Donc au final, Ozymandias c'est un personnage extrêmement triste dans cette saison, vu qu'au final, il est devenu dépressif quand il a vu que son utopie n'a jamais existé. Il a été enfermé dans une planète pendant 8 ans, il a été congelé en carbonite pendant 3 ans, et dès qu'il est réveillé, il va finir en tôle. Il a la pire vie, hein. En plus, sur Europe, il a été en tôle pendant 2 ans. Donc il a la pire vie, Ozymandias, il a la pire vie dans cette série, donc pauvre de lui, mais Ozymandias... Jeremy Irons a été magistral, hein. Vraiment il est drôle, il est excellent, il est magistral, quand il est à l'écran on voit que lui, magistral. Jeremy Irons c'était excellent, il mérite un prix, il mérite quelque chose, mais c'était magistral. Ozymandias le meilleur perso de la série. Et donc qui dit les calamars dit Miroir, Looking Glass, qui est mon 2e personnage préféré, joué par Tim Blake Nelson, qui a enfin un bon rôle dans un comic book movie. Vu que pour ceux qui ne le savent pas, Tim Blake Nelson, c'est celui qui a joué le leader dans l'Incroyable Hulk, qui devait former une trilogie, mais qui ne s'est jamais faite à cause de l'échec du film. Donc il n'a pas eu de bol. J'espère qu'on le verra dans la série She-Hulk, prions. Il était dans les 4 Fantastiques de 2015, qui était un échec absolu. Et là, enfin, il a un bon rôle, et il est dans un bon comic book TV show, du coup, dans un bon média de comics, où il joue Looking Glass. Et ce que j'adore avec Looking Glass, c'est que c'est un personnage complètement cohérent avec l'univers de Watchmen, en fait. Parce qu'en fait, c'est un personnage, bon, déjà il bossait pour la secte qui a tué le tout premier hibou dans le comics. Le tout premier hibou se fait tuer par une secte, et il a bossé pour cette secte. Voilà. Donc il a toujours été croyant, Looking Glass. Il s'appelle Wade. Wade a toujours été croyant, et j'ai adoré le fait que juste avant que le calamar géant débarque, il se fasse manipuler par une fille, et donc ce sera un peu son malheur en gros dans la série. D'ailleurs j'ai adoré le visuel du calamar, c'était exceptionnel, et donc tout est cohérent en fait, puisque il est dans un truc d'alcoolique anonyme où il confie sa peur des calamars, où il a peur que les aliens reviennent dans quelques années. Et donc il vit dans sa maison, c'est un bunker, il a carrément un bunker si jamais les calamars reviennent. Il porte toujours de l'aluminium sur son crâne parce que les calamars ont des attaques psychiques qui peuvent tuer les gens, et donc lui il se protège toujours avec de l'aluminium. C'est pour ça que il a un masque en aluminium. Et c'est aussi pour ça que en dessous il a toujours un truc sur la tête, il enlève jamais sa casquette parce qu'il a un truc en aluminium en dessous, il y a toujours quelque chose. Donc un peu comme Rorschach qui enlevait jamais son masque.
Lui, il enlève jamais l'aluminium, j'ai envie de dire. Le fait qu'il soit un détecteur de mensonges vivant, c'est complètement cohérent avec le fait qu'il se soit fait tromper par une fille. Donc au final, tout est logique. C'est un personnage dépressif à cause des filles et à cause du calamar. Et toute sa vie a été gâchée à cause d'un mensonge au final. Et donc quand la 7ème cavalerie lui montre que tout était faux et que c'était Ozymandias qui avait fait ça... Bon, le rajeunissement de Jeremy Irons, c'était pas ouf, mais ça allait. Le gars, ça a dû être la pire révélation au monde, quoi. Il a une vie de merde. Toute sa vie était liée aux aliens et au final, tout était faux, quoi. Le gars, j'imagine pas sa réaction. Hein. Et en plus, il s'est encore fait avoir par une fille. Du coup, au final, la fille avec qui il a essayé de flirter bosse pour la 7ème cavalerie, du coup. Donc même ça marche pas. Et donc à la fin de l'épisode 5, qui est un épisode que j'ai adoré comme j'ai dit, il se fait tuer par la 7ème cavalerie, c'est giga symbolique, c'est magnifique. C'est vraiment le personnage tragique par excellence, quoi. Donc c'était un personnage que j'avais adoré, mais on le voit dans le dernier épisode, on découvre qu'il a réussi à tuer la 7ème cavalerie et qu'il est vivant, du coup, et donc on le voit dans le final. On le voit masqué en Rorschach, donc encore pour montrer à quel point il se ressemble à Rorschach, il se ressemble beaucoup à Rorschach déjà. Il mange des haricots crus déjà, comme Rorschach. Il porte un masque comme Rorschach qui n'a pas de motif visuel. Bon, il adore son masque qui reflète le visage des gens, c'est très bien fait. Et donc le fait qu'il porte un masque de Rorschach, qu'il ait un trauma, et même sa carrure, c'est une carrure de Rorschach, il est maigre, il est tout maigre comme Rorschach. Donc c'est vraiment un Rorschach bis, c'est vraiment ça. Et donc j'aime beaucoup sa relation avec Laurie Blake qui se fout tout le temps de sa gueule en l'appelant Mirror Guy ou boule de disco en français. Et donc il y a tout ce délire là, à chaque fois que Manhattan les téléporte quelque part, il vomit. Comme Laurie qui vomit dans le comics quand Manhattan les téléportait à chaque fois d'ailleurs. Et puis à la fin, quand il assomme enfin Ozymandias, l'homme qui a gâché sa vie, il y a un certain symbole. Et comme Rorschach qui a dénoncé Ozymandias, ce qu'a fait Ozymandias dans le comics, lui, il a les preuves pour dénoncer Ozymandias comme Rorschach, sauf que Rorschach n'en avait pas lui là. Lui, il en a vraiment. Donc exactement comme Rorschach, c'est grâce à lui que Ozymandias va être arrêté, quoi. Donc c'est vraiment une copie d'Ozymandias, mais j'ai trouvé ça décevant. Pour moi, ils auraient dû le laisser mort dans l'épisode 5. Donc c'était tellement beau comme tragédie, c'était tellement beau qu'ils auraient dû le laisser. Parce que là, je trouve qu'ils l'ont un peu gâché, parce qu'il a servi à rien dans le final. Il a servi à rien. Donc j'étais assez déçu de son traitement dans le final. C'est l'un des rares défauts de cette série. Donc j'étais plutôt déçu de son traitement dans le final. Mais d'ailleurs, c'était cool que son thème ce soit Careless Whisper de George Michael pour montrer à quel point c'est un personnage à l'amour impossible. Donc voilà, c'est un excellent personnage. Et donc, comme j'ai dit, j'aime beaucoup sa relation avec Laurie qui est qui est l'ancienne super-héroïne des Watchmen, Spectre Soyeux, qui a aussi un développement logique, vu qu'à la fin du comics, bon, elle est en couple avec Night Owl, le hibou, qu'on ne voit pas dans la série malheureusement. Et le hibou, en fait, on découvre que le hibou n'a pas... Ils se sont fait arrêter par la police à cause de ce qu'ils ont fait dans le comics, dans le film, quand ils ont libéré Rorschach de prison, parce que c'est illégal. Donc c'est cohérent. Et le hibou, en fait, est en prison depuis le début, en fait. D'ailleurs, il y a plein de références au hibou partout. À un moment donné, il y a les enfants d'Angela qui ont une peluche en hibou, qui sont déguisés en hibou. D'ailleurs, Topher a une peluche du lion d'Ozymandias, que avait Ozymandias, d'ailleurs, de son chat bizarre. J'ai oublié le nom, je le mettrai en dessous encore une fois. D'ailleurs, donc on a aussi cette référence-là à la génétique d'Ozymandias, vu qu'Ozymandias est le premier à avoir amélioré la génétique. Voilà. Et donc Laurie, son évolution logique, vu que là où Night Owl, lui, a choisi de rester en prison et de rien dévoiler parce que c'est un super-héros honnête. Dans Watchmen, on voit que c'est le super-héros le plus honnête et le plus honnête, voilà. Alors que elle, à la fin de Watchmen, elle découvre que le comédien est son père, du coup. Donc elle, petit à petit, elle se ressemble à son père, en fait. Elle dénonce Ozymandias, elle devient une flic, elle déteste les super-héros. Elle s'appelle elle-même la comédienne, elle prend le nom de son père, donc elle assume que Eddie Blake est son père, et donc elle se nomme Laurie Blake. Et donc le fait qu'elle soit un personnage si sérieux, qui déconne, j'aime beaucoup aimer son personnage, vu que c'est un personnage qui a des bonnes blagues, qui a des bonnes blagues, ouais. Quand il dit « Putain, vous êtes moche avec ce slip ridicule, putain, pourquoi vous avez un canapé qui transporte des gens ?» Le délire du canapé était drôle d'ailleurs, le canapé le canapé qui descend, c'était drôle ça. Le piège à canapé. Mais là, du coup, j'ai beaucoup adoré ce côté vraiment ironique du personnage qui est exactement comme son père. Bon, c'est pas une connasse comme son père. Son père, c'était une ordure, mais elle garde le côté comique de son père, surtout quand elle raconte sa fameuse blague dans l'épisode 3 du dieu qui s'est fait tuer par Spy Junk. D'ailleurs, le fait que Jude ait
est un costume du Ku Klux Klan exactement comme son père dans une armoire. Elle le dit elle-même, ça lui rappelle quelque chose, ça lui rappelle son père. Donc elle est vraiment devenue comme son père presque. Donc j'ai beaucoup aimé ce parallèle-là, donc c'est un peu la comédienne de cette saison. Bah, je veux dire en termes de comportement. Et donc elle devient la chef des policiers de Tulsa, c'est cool. Et ses retrouvailles avec Manhattan étaient cool, et ses retrouvailles aussi avec Ozymandias c'était très drôle également. Donc c'était vraiment un personnage assez comique, assez sympa, et Jean Smart a fait le taf. J'ai beaucoup aimé retrouver ce personnage que j'ai préféré à la version du film. Bah, comme le Ozymandias du film, j'aimais pas trop, mais j'ai beaucoup aimé la version de la série de Jeremy Irons. Voilà. Donc voilà, très bon personnage encore une fois. Du coup, j'aimais bien sa relation avec le sénateur Keene, qui est un bâtard, vu qu'en fait le sénateur Keene l'a fait venir à Tulsa pour qu'elle voie Manhattan. Et d'ailleurs, le sénateur Keene, c'est un peu aussi, il est quelque peu inspiré d'Ozymandias, vu qu'à un moment donné, il est pris en otage par un membre de la 7ème cavalerie, pour qu'on ait pitié pour lui. Exactement comme Ozymandias qui a failli se faire tuer par un homme qui l'a engagé pour le tuer. Donc on a exactement le même truc. D'ailleurs, il y a un gars, il se fait tuer par cyanure, exactement comme ce gars-là, à un moment donné dans la série. Il y a un gars, il essaie de se suicider par cyanure. Au niveau des membres, je trouve que tout est cohérent au niveau des membres de la police de Tulsa, en fait. Vu qu'on a un russe, on a Peur Rouge, Red Scare, qui est joué par un acteur d'Agents of S.H.I.E.L.D. d'ailleurs, que j'apprécie, qui est le cliché russe avec son accent russe, et en fait c'est complètement cohérent qu'il soit là, vu qu'en fait, dans le monde de Watchmen, l'URSS existe toujours. Le mur de Berlin n'a jamais été cassé, l'URSS existe toujours, et donc ce personnage représente la paix entre les Américains et les Russes, et l'URSS après les événements du comics. Donc ce personnage a une véritable utilité symbolique. D'ailleurs, on a aussi la secte qui prie devant une statue de Nixon aussi. Ça aussi, c'était plutôt cool de voir que ce personnage de Nixon qui est vraiment l'inverse de Robert Redford. Parce que Robert Redford est plus libéraliste, alors que lui, il est beaucoup plus dictatorial, j'ai envie de dire. Donc voir des gens qui bénissent Richard Nixon, qui est un personnage capital de Watchmen, c'était cool aussi de voir cet univers-là. Et on a aussi Pirate Janie, qui est la membre féminine du groupe, qui elle, je pense, représente un peu l'arc du Black Fighter, l'arc des pirates dans le comics, du coup. Et j'ai beaucoup aimé aussi les paparazzis qui prennent des photos en volant, vu qu'ils ont exactement la même technologie que Mothman, qui est un membre des Minutemen qui volait, qui est Mothman, quoi, l'homme mythe. Et eux, ce sont des mythes paparazzi, donc j'ai beaucoup aimé cette version futuriste des paparazzis. Donc ça, c'était vraiment cool. Et Lubman, ce fou. Donc je vous ai parlé de Pitipédia tout à l'heure. En fait, à chaque épisode qui était diffusé de Watchmen, on avait des infos sur un site qui s'appelle Pitipédia, écrit par le bras droit de Laurie Blake, Dale Pitty. Et Dale Pitty, on découvre que c'est un fanboy de Watchmen, il adore les personnages de Watchmen, il adore les super-héros. Et donc dans l'épisode 4, il y a un cum, il s'appelle l'Homme Man. Il y a un costume très bizarre, et il échappe Angela en se glissant sous les égouts. Et donc le Pitipédia nous a dévoilé que Pitty a été viré du FBI parce qu'on a trouvé de la colle sur son bureau, de la colle qui s'est mise pour se mettre dans l'égout. Et donc on soupçonne que Pitty est l'Homme Man en fait. Et Lindelof a complètement dit qu'en fait il voulait faire de l'Homme Man le Audit Justice de sa série, vu qu'on ne savait pas qui était Audit Justice dans Watchmen, et on ne sait pas vraiment qui est l'Homme Man dans la série. En tout cas si on regarde que la série. Si on regarde le Pitipédia, on se doute que c'est lui, mais c'était très drôle. L'Homme Man, c'était une blague qui marchait bien, on va dire. Après, c'était cool d'avoir des références de Night Owl comme dans la série, comme son vaisseau qu'on voit à la toute fin, et une copie de son vaisseau dans le premier épisode, et ses lunettes également. Et ses lunettes également que Angela porte pour trouver l'armoire de Judd également. J'avais oublié de dire ça. Et puis les journalistes sont très importants dans le comics Watchmen, et donc on a un journaliste qui se ressemble beaucoup au journaliste du comics qui est noir. Donc c'était sympa de voir ce journaliste qui représente parfaitement le journaliste du comics. Sinon on a plein de phrases reprises des comics comme The End is Nigh, qui était dans le slogan de Rorschach que Ozymandias prononce beaucoup. Nothing ever ends, que dit Ozymandias, que prononçait Manhattan avant de quitter le comics. Donc il y a plein de phrases, je vous invite à les regarder. Donc regardez tout ça. Voir les Minutemen, c'était également cool de voir leur costume, de voir le comédien vite fait. Après on les voit pas trop dans l'épisode, mais il y a une photo qui a été dévoilée officiellement que je vous montre là. On voit bien leur costume et c'est plutôt cool, c'est aussi kitsch que dans le film en fait. Et encore dans le film c'était un peu futuriste quand même, c'était plus futuriste. On a aussi le délire que la nuit blanche s'est déroulée à minuit pile poil au Doomsday Clock. Doomsday Clock c'est toujours à minuit, hein. Toujours.
On a également le château que le double de Manhattan copiait sur Mars. C'était aussi une référence au fait qu'il avait construit une base sur Mars dans le comics également. Une maison à lui, donc ça c'était cool aussi. On a aussi une référence au film. Bon, au film quand il y a la chanson Unforgettable qu'on entend dans le premier épisode avant la mort de Jude. Et Unforgettable, c'est la chanson où meurt le comédien, donc ça c'était très beau, surtout que Unforgettable pour moi c'est une scène culte de l'histoire du cinéma, carrément, oui. Je suis fou. Et même c'était très drôle que Ozymandias dise dans le soit un méchant cliché qui parle beaucoup trop, alors que dans le comics il dit qu'il est pas un vilain cliché de comics, donc ça c'était drôle aussi. Ou même on a carrément aussi le comics de Superman Action Comics dans l'épisode 6 aussi, donc Woody Justice le premier super-héros est quasiment né en même temps que le premier super-héros des comics, donc on a toute cette symbolique là qui était vraiment cool. Donc Manhattan et Woody Justice sont vraiment basés sur Superman quelque part. J'ai beaucoup aimé le parallèle entre la mort de Manhattan et la mort des parents d'Angela, vu que déjà c'est plus ou moins la même chose, un Vietnamien qui les tue, mais Angela est frappée par le choc de l'explosion de la même manière avec le même plan. Donc ça aussi c'est un triste parallèle qui fonctionne très très bien. Ou même la scène où le clone de Lady True, le clone de sa mère fait passer un test de Rorschach à Angela comme Rorschach avait subi un test de Rorschach du coup dans le comics également. D'ailleurs Bian, s'il y a une saison 2, ils peuvent en faire quelque chose vu qu'à la fin elle est encore en vie vu qu'elle est interrogée par la police. Si jamais il y a saison 2 il y a. Et d'ailleurs c'était très beau qu'avant de mourir Manhattan prononçait plusieurs phrases cultes des comics, mais des phrases qui lui ont beaucoup impacté, donc ça c'était assez cool aussi. Sinon j'aimerais quand même dire que la musique était très cool. Bon déjà les reprises de Life on Mars, des Beatles à la fin de la série, de Careless Whisper, c'était très cool, mais là, les thèmes musicaux à la base sont magnifiques. J'ai dit le thème de l'épisode 8 de Manhattan était magnifique, les chansons reprises d'Ozymandias sont cool. Donc voilà, au niveau de la musique, j'ai trouvé ça vraiment cool comme série, et même le thème principal est plutôt pas mal, un peu vraiment enquête creepy, limite alien, c'est très spécial. Et voilà, mais voilà, c'était excellent. Pour la musique, la mise en scène, je vous ai dit tellement de choses, et je vais peut-être finir. Donc j'ai adoré ce monde dystopique qui est devenu Watchmen. On change des éléments de la réalité. Par exemple, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de portable, on utilise des pagers. C'était excellent. Voilà, donc ce monde dystopique est très intéressant. Même on peut découvrir qui sont nos parents avec un test d'ADN. Ce qu'on commence à faire actuellement, maintenant on arrive à découvrir quelles sont nos origines avec des tests d'ADN maintenant. Bon, c'est très cher, je crois, mais voilà. Donc il y a plein de trucs intéressants, et même le port d'armes. Le début de la série, c'est le port d'armes, les gars. Bon, c'est un blanc, un raciste qui tue un noir, et aussi ça, mais le gars, il a mis 50 ans ils ont mis 50 ans à lui autoriser de porter son arme, et on découvre que le port d'armes est quand même important pour les policiers, vu qu'ils peuvent se faire tuer sinon, et là, il s'est fait tuer, presque tué, je crois, je sais plus. Mais ouais, il y a aussi un énorme message sur le port d'armes également, qui était pas si présent que ça dans le comics, il me semble. Donc voilà, donc voilà, et puis la fin, voilà, la fin. On va finir sur ça, la fin. Comme j'ai dit, je vous ai tout expliqué, tout s'est relié avec minutie, avec excellence. Et donc à la fin, Ozymandias va se faire arrêter, Redford va se faire arrêter, tous les politiciens vont se faire arrêter parce qu'ils ont vu la vidéo où Ozymandias déclarait que c'était lui qui avait balancé la pieuvre. Donc ils sont coupables pour ne pas avoir dévoilé ça. Donc tous les politiciens vont se faire arrêter. Du coup, dans tous les cas, une nouvelle politique sera admise dans une éventuelle saison 2. Donc déjà tout le monde enlève son masque à la fin. Il y a Topher qui découvre que sa mère adoptive, Angela, est Sister Night quand elle voit son costume dans le manoir. Exactement comme le fils de Woody Justice, de Will, qui avait découvert qu'il était Woody Justice. Donc on a un peu ce côté nouvelle génération, ce côté passation de pouvoir, ce côté passation de super-héros, j'ai envie de dire, nouvelle génération. Donc ça c'était cool. Donc là comme ça je pense qu'on aura une nouvelle politique beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, maintenant dans l'univers de Watchmen. Et en plus, bon, du coup, Ozymandias, je sais pas s'il y a la peine de mort, peut-être qu'il l'aura. Et puis, la 7ème cavalerie est morte, en tout cas, tous ses fondateurs sont morts, tous ses leaders sont morts, en tout cas. Donc ils peuvent enlever leur masque, tout est bien, tout est beau. La symbolique du masque est terminée, ils n'ont plus besoin de cacher leur visage. Donc on est vraiment dans une saison de révélation, Donc on est vraiment dans une saison où il faut se dévoiler.
Et donc à la fin, quand Will dit Manhattan aurait pu faire plus et qu'Angela mange l'œuf, c'est tellement intelligent aussi. Cette scène banale de l'épisode 8 que j'avais trouvé chelou, où Ozymandias essaye de se cuisiner un œuf, c'était bizarre, et on découvre qu'en fait il a mis ses pouvoirs dans l'œuf, et que Angela va peut-être devenir une déesse, une nonne qui devient une déesse. Dis donc, encore un petit symbole sympathique. Mais voilà, du coup le twist, c'est exactement comme Watchmen. Est-ce que le journal de Rorschach sera publié ou pas? Est-ce qu'Angela aura des pouvoirs ou pas? Est-ce qu'elle a bien compris le message? C'est ça le truc. Mais voilà, je pars du principe qu'elle a compris le message et qu'elle aura ses pouvoirs. Du coup, je pense que si elle a les pouvoirs de Manhattan, comme c'est un perso au bon cœur, je pense que elle ferait ce que Manhattan n'a jamais fait, elle corrigerait les injustices, elle changerait l'air, elle stopperait les guerres, elle ferait tout ça, je pense. Donc de base, la fin de la série empêcherait de faire une saison 2 parce que si on fait une saison 2, ce serait une saison 2 utopique où le monde serait corrigé, quoi. Donc, à mon sens, il n'y aurait pas de sens qu'on fasse une suite à Watchmen. Donc voilà, je suis contre une saison 2 qui continue sur cette intrigue-là, du coup. Et voilà. S'il doit y avoir une saison 2, pour moi, si Watchmen doit continuer, pour moi, ça doit continuer de manière anthologique. Anthologique, c'est genre une saison 2 qui est sur une intrigue complètement différente. Pourquoi pas les Minutemen? Nous montrer les Minutemen, surtout que l'acteur qui a joué Will Reeves était cool. Pourquoi pas une série sur les Minutemen, découvrir leur formation et leur disparition, j'ai envie de dire. Et une saison, pourquoi pas, sur Laurie et Night Owl. Pourquoi pas quand ils étaient en cavale pendant une décennie. Oui, il y a des trucs à raconter avec Watchmen, il y a des trucs à raconter. Mais voilà, si soit Lindelof revient pas, et ils prennent un putain de showrunner qui est aussi bon que lui, là je serais content. Soit il revient parce qu'il a trouvé l'idée, the idée. Voilà. Donc, soit la série est terminée et merci Watchmen, c'était une putain de série, au revoir. Donc voilà, c'est à vous de décider, c'est à HBO de décider, c'est au showrunner de décider. En plus, la série a vraiment marché. Le final a fait plus d'audience que le pilote. Ça a vraiment marché, ça a marché très très bien marché. Donc, très content pour cette série qui a été un succès critique et économique, financier du coup. Donc voilà, Watchmen, un chef-d'œuvre. Putain, je vous ai parlé de Watchmen pendant 1h30, donc je vais m'arrêter à là. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'était quasiment parfait de bout en bout. Deux ou trois petites déceptions, mais sinon c'était perfection. C'était incroyable, incroyable. Magnifique série. Voilà. Donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo et n'oubliez pas, nothing ever ends.